chose que les Israéliens affirment. La Palestine nous revient de droit, car c'est la promesse de Dieu dans la Bible. Nous descendons des Israélites, nous sommes Hébreux, nous partageons le même sang. Ce qui est admirable chez les Juifs, et c'est pour ça que j'ai un immense respect pour eux, c'est que leurs intellectuels sont avant tout attachés à la vérité. Voici Arthur Koestler, un intellectuel juif, auteur de la 13e tribu. Dans ce livre, son message est clair, tout cela n'a aucun sens. La majorité des Juifs ne viennent pas d'Israël. Ils ne viennent pas du Moyen-Orient, ils viennent d'Ukraine. D'où le titre, la 13e tribu. Et il retrace les événements. Amber, tu veux bien nous lire la suite? Vas-y, reprends. Au début du 8e siècle, le monde était divisé entre deux superpuissances, la chrétienté et l'islam. Ces deux puissances, ce sont l'Empire byzantin et le califat abbasside. Leurs doctrines idéologiques étaient indissociables d'une politique de puissance menée par les méthodes classiques, propagande, subversion et conquête militaire. L'Empire khazar représentait une troisième force qui s'était montrée l'égale des deux autres, tant comme adversaire que comme allié. Mais pour préserver son indépendance, il devait refuser aussi bien le christianisme que l'islam. Car l'un ou l'autre choix l'aurait automatiquement soumis à l'autorité de l'empereur romain ou du calife de Bagdad. Vous saisissez? C'est très simple. Trois puissances se font face. En Eurasie, les Byzantins d'un côté, les Abbassides de l'autre. Les Byzantins sont chrétiens, les Abbassides musulmans, les deux religions dominantes de l'époque. Les Khazars, eux, se voient comme une grande puissance. Ils sont païens, et s'ils se convertissent au christianisme, ils devront se soumettre à Byzance. S'ils se convertissent à l'islam, ils devront se soumettre aux Abbassides. Ils ne font ni l'un ni l'autre, ils choisissent une autre religion, à savoir le judaïsme. Et c'est logique. Le judaïsme est la première des trois religions. C'est du judaïsme que sont nés l'islam et le christianisme. Le judaïsme est donc supérieur. Nous, les Khazars, sommes donc supérieurs. C'est d'une logique imparable. Les efforts n'avaient pas manqué de part et d'autre pour convertir les Khazars au christianisme ou à l'islam, mais le résultat se limitait à des échanges de courtoisie diplomatique, des mariages dynastiques et des alliances militaires mouvantes dictées par l'intérêt réciproque. Fort de sa puissance militaire, le royaume khazar, avec son arrière-pays de tribus vassales, entendait rester la troisième force, le chef de file des nations non alignées de la steppe. L'Empire khazar est donc très ambitieux, lui. Il se voit comme une grande puissance. À terme, son ambition est d'unir les tribus de la steppe et de conquérir le monde. Mais pour ça, il lui faut une identité propre. Pas question de se convertir au christianisme ou à l'islam. Parallèlement, leurs liens étroits avec Byzance. Et le califat avait appris aux Khazars que leur chamanisme primitif était non seulement barbare et dépassé face au grand credo monothéiste, mais aussi incapable de conférer aux dirigeants l'autorité spirituelle et juridique dont jouissaient les souverains des deux puissances théocratiques mondiales, le calife et l'empereur. Or, se convertir à l'un ou l'autre credo aurait signifié la soumission, la fin de l'indépendance, ruinant ainsi tout l'objectif. Quoi de plus logique que d'embrasser un troisième credo, neutre envers les deux autres, mais qui en constituait le vénérable fondement? L'idée est très simple. Le monothéisme est crucial. Un seul Dieu confère l'autorité suprême à un seul homme, ce qui permet de bâtir un empire. Sinon, chaque Dieu est l'égal des autres, impossible d'imposer une autorité. D'où l'importance d'un Dieu unique. Trois religions monothéistes, l'islam prospère, le christianisme aussi, mais le judaïsme, personne ne le pratique, alors autant le prendre pour nous. Très simple. Résultat, la conversion en masse de tout un peuple au judaïsme. C'est clair? Et voilà à quoi ressemble la carte. Comme vous le voyez, un territoire immense. Ici, l'Ukraine actuelle, c'est l'Empire khazar, puis les Byzantins, et les Abbassides. Et les Khazars se considéraient comme les égaux des deux. Ils tiennent à garder une identité propre.
Pas question d'être absorbé par l'un ou l'autre empire. Et voici une autre carte montrant la Khazarie. Continue la lecture. La seule grâce. La seule grâce que l'histoire ait accordée à ceux qui prirent la fuite ou y furent contraints, ce fut l'existence de la Khazarie, avant comme après la conversion. Alors, ça ne colle pas. Les Juifs sont constamment persécutés en Europe. Leur seul refuge, la Khazarie, devenu le foyer national juif. Les Juifs connaissent la Khazarie parce qu'ils sont commerçants, marchands, membres de la diaspora. La nouvelle se répand et ils affluent tous vers la Khazarie. Et ces Juifs sont de grands intellectuels. Ils apportent avec eux leurs pratiques culturelles en Khazarie. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'un juif? Être juif, ce n'est pas une question de naissance. Et juif, celui qui lit la Bible et adopte les pratiques culturelles juives. Devenir juif est donc très simple. Continue. Avant la conversion, c'était un refuge. Après, c'est devenu une sorte de foyer national. Ces réfugiés, issus d'une culture supérieure, contribuèrent sans doute à forger cette vision cosmopolite et tolérante qui impressionna tant les chroniqueurs arabes cités précédemment. Leur influence, et sans doute leur prosélytisme, leur zèle prosélyte. C'était une époque où convertir les infidèles, par la force ou la persuasion, était une préoccupation majeure. Les Juifs ne faisaient pas exception. La preuve, depuis le règne de Justinien, la loi byzantine punissait sévèrement toute tentative de convertir des chrétiens au judaïsme. Tandis que les Juifs qui importunaient des convertis au christianisme risquaient le bûcher, cette influence se serait d'abord fait sentir à la cour et parmi les notables de premier plan. Dans les réformes missionnaires, ils combinèrent sans doute arguments théologiques et prophéties messianiques avec un exposé habile des avantages politiques qu'une religion neutre offrirait aux Khazars. Les exilés apportèrent également l'artisanat byzantin, des méthodes avancées d'agriculture et de commerce, ainsi que l'alphabet hébreu carré. Les Khazars ne cherchaient donc pas uniquement une religion distincte de celle des Byzantins et des Abbassides, mais aussi les compétences, le savoir, la culture, la science, la médecine que les Juifs apportaient avec eux. Cette alliance était donc parfaitement logique. D'un point de vue logique, tout est parfaitement cohérent. Malheureusement, on n'a pas le droit d'en discuter car c'est embarrassant pour l'État d'Israël. On ne conteste pas les faits car toutes les preuves vont dans ce sens. On vous interdit d'en parler, c'est tout. Alors, tu peux continuer la lecture? Ethniquement, les tribus sémitiques sur les rives. Pardon, alors. La Khazarie existe pendant plusieurs siècles, mais elle finit par être conquise par les Mongols, des conquérants féroces qui massacrent les populations. Les Khazars n'ont alors d'autre choix que de migrer vers l'Europe de l'Est, et ils deviennent les Juifs d'Europe. Koster va démontrer, preuves à l'appui, qu'ils viennent tous du même endroit. Tous ces Juifs d'Europe partagent des pratiques culturelles similaires, preuve d'une origine commune. Continue, s'il te plaît, ethniquement. Ethniquement, les tribus sémitiques du Jourdain et les tribus turco-khazars de la Volga étaient bien sûr à des lieux les unes des autres, mais elles avaient au moins deux facteurs formateurs essentiels en commun. Chacune occupait un carrefour névralgique où se croisaient les grandes routes commerciales reliant Est et Ouest, Nord et Sud. Une circonstance qui les prédisposait à devenir des nations de marchands, de voyageurs intrépides ou de cosmopolites déracinés. Selon le qualificatif, peu amènent de la propagande hostile. Mais parallèlement, leur religion exclusiviste les poussait à rester entre eux, à faire bloc, à fonder leur propre communauté, avec leurs lieux de culte, leurs écoles, leurs quartiers et leurs ghettos, volontairement choisis au départ, partout où ils s'établissaient. Ce mélange rare entre soif d'aventure et repli communautaire, nourri par l'espérance messianique et la fierté du peuple élu, les Israélites antiques comme les Khazars médiévaux le partageaient. Même si les seconds rattachaient leur lignée non pas à Sem, mais à Japhet.
Donc, sur le plan génétique, les Khazars et les Israélites n'ont strictement rien en commun. En revanche, ils partagent certains traits culturels, et c'est finalement ce qui nous définit. On est le produit de notre culture, pas de nos gènes. Voici des Karaïtes, principalement installés en Ukraine. Comme vous le voyez, ce sont des Juifs qui pratiquent la version khazare du judaïsme. Première impression. Ce qui frappe d'emblée, c'est la ressemblance entre les positions privilégiées qu'occupaient les Juifs khazars en Hongrie et en Pologne à cette époque. Les sources hongroises comme polonaises mentionnent des Juifs employés comme maîtres de la monnaie, administrateurs des revenus royaux, contrôleurs du monopole du sel, percepteurs et prêteurs, autrement dit des banquiers. Ce parallèle laisse penser que ces deux communautés d'immigrants avaient une origine commune. Puisqu'on peut rattacher l'essentiel de la communauté juive hongroise au lien magyaro-khazar, la conclusion s'impose d'elle-même. Très bien, merci. Vous suivez? De nombreuses preuves indiquent que les Khazars étaient bien juifs. Et c'est essentiel à comprendre, parce que devinez quoi? Les Juifs khazars vont prendre le contrôle de l'Europe. Il existe 3 types de Juifs distincts. D'abord, les Juifs séfarades, ceux qui ont été expulsés d'Espagne. Ce sont des Juifs authentiques. Ensuite, les Juifs Mizrahi, présents dans le monde islamique. Eux aussi sont des Juifs authentiques. En bleu, les Juifs ashkénazes, ce ne sont pas de vrais Juifs, ce sont des convertis. C'est un sujet totalement tabou, alors même que les preuves sont flagrantes. Autre enjeu, les ashkénazes représentent la majorité des Juifs dans le monde aujourd'hui. Quand on aborde la question, ils répondent « On est là parce que Dieu nous l'a promis, c'est du n'importe quoi ». Mais là encore, interdit d'en débattre, même si les preuves sont criantes. Cette conspiration permet aussi d'éclairer l'assassinat de JFK. Entre autres, voici le livre King Kill. Vous pouvez le lire en ligne. C'est de Donard et Hoffman. Le livre explore pourquoi les francs-maçons auraient voulu assassiner JFK, toute la dimension de sacrifice rituel derrière. Le 11 septembre. Pourquoi est-ce arrivé? Parce que tout fait partie du grand plan. Le 11 septembre a eu lieu parce que l'Amérique devait aller au Moyen-Orient, le détruire, afin d'instaurer la Pax Judaïca. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Encore une fois, Al-Qaïda, d'accord, Al-Qaïda a commis le 11 septembre. Mais alors pourquoi aller détruire la Libye? Pourquoi aller détruire l'Afghanistan, l'Irak et la Syrie? Et le dernier pays à détruire, c'est l'Iran, pour accomplir le projet Pax Judaïca. Daesh, ces musulmans fanatiques qui détestent Israël, et pourtant, ils n'ont jamais attaqué Israël. Jamais une seule fois dans leur histoire. C'est pour ça qu'on pense qu'ils sont probablement contrôlés par le Mossad. Ces gens-là sèment le chaos dans tout le Moyen-Orient, mais ne touchent jamais à Israël. Vraiment étrange, non? Et toute cette guerre contre le terrorisme, elle produit des millions de migrants vers l'Europe, ce qui déstabilise la société européenne. La Libye, par exemple, était une société prospère avec une classe moyenne. Aujourd'hui, il y a des marchés aux esclaves. Des millions d'Africains y sont vendus comme esclaves. C'est l'anarchie totale. En 2015, des masses d'immigrants affluent vers l'Europe. Et les Européens disent « On n'en veut pas, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Ils sont pauvres, on n'a ni l'argent ni les structures pour les accueillir. Et Angela Merkel, chancelière allemande, leader de l'Europe à l'époque, déclare « On va y arriver, on va y arriver ». Et ça a viré au fiasco total. En 2015, tout le monde savait que ça allait arriver.
Tout le monde savait que faire venir des millions de gens qui ne parlaient pas la langue, ne partageaient pas les valeurs culturelles européennes et n'avaient guère d'éducation. Ça allait mal tourner. Les Européens ne sont pas aussi ouverts que les Américains. Et même aux États-Unis, ces immigrants posent des problèmes. Jamais les Européens n'ont dit « C'est de votre faute l'Amérique, c'est vous qui nous avez fait ça ». Jamais. On peut y voir de l'incompétence bureaucratique, mais ça pourrait aussi faire partie du grand plan pour instaurer la Pax Judaïca. Ça, c'est le 7 octobre, quand le Hamas a tué un grand nombre d'Israéliens, ce qui a évidemment mené à ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Et la situation à Gaza a déclenché toutes ces manifestations pro-palestiniennes dans le monde entier. Et une flambée d'antisémitisme. Et cette flambée d'antisémitisme allait mener à des tueries dans le monde entier. Ça, c'est Bondi Beach, à Sydney, en Australie, si vous avez suivi l'actualité. 2 sympathisants de l'État islamique ont tué 15 juifs lors d'une fête juive à Bondi Beach. Et franchement, on peut s'attendre à ce que ça se reproduise à l'avenir. Soit on considère que tout ça n'est qu'un accident, soit on admet que ça fait partie du plan. Voici les génisses rousses. Et pour ces génisses rousses, on a dépensé des millions de dollars pour en créer de parfaites, parce que la nature n'en produit pas. Et la rumeur dit que ces génisses rousses auraient déjà été sacrifiées. Il se prépare donc à reconstruire le temple de Salomon, qui deviendra le siège du gouvernement mondial, Pax Judaïca. Passons à la Silicon Valley. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk. Comment sont-ils devenus milliardaires? Franchement, je ne crois pas qu'ils soient plus malins que nous. Pour être honnête, je ne les trouve même pas si malins que ça. Steve Jobs, lui, est un type brillant. Steve Jobs, je le reconnais, c'est un vrai génie. Mais les autres sont des types tout à fait ordinaires. Comment sont-ils devenus milliardaires? Alors, la Silicon Valley. On dit que la Silicon Valley est le berceau de l'innovation. C'est du grand n'importe quoi. Le vrai moteur de l'innovation, c'est l'armée américaine, qui a investi des milliards en recherche. Ces ordinateurs ont été développés à des fins militaires, pour la bombe atomique, pour la Seconde Guerre mondiale, pour la guerre froide. Des milliards investis pour développer cette technologie. Puis cette technologie a été miniaturisée, réduite encore et encore, au point que Steve Wozniak a pu s'en emparer et créer son propre ordinateur personnel. Et c'est assez étrange, parce que toute cette recherche était financée par le gouvernement américain. Comment un seul type, Steve Wozniak, a-t-il pu récupérer tout ce savoir et fabriquer son propre ordinateur? L'armée américaine l'a laissé faire? Le plus étrange, c'est que pendant que Wozniak construisait son ordinateur, celui qui allait devenir l'Apple, il travaillait chez Hewlett-Packard. Autrement dit, tout ce qu'il a créé aurait dû appartenir à Hewlett-Packard. D'ailleurs, Wozniak a dit à son patron, « C'est vous qui me payez, c'est vous qui me formez. Si vous voulez l'ordinateur que je suis en train de créer, je vous le cède volontiers. » Et Hewlett-Packard a répondu, « Non, gardez-le pour vous. » C'est vraiment très étrange. Quelle entreprise serait aussi généreuse? Pourquoi ferait-il une chose pareille? Il y a 3 bonnes raisons à cela. Premièrement, si l'armée américaine avait elle-même promu l'ordinateur personnel, tous les Américains auraient dit « Allez vous faire voir. Vous êtes des militaires. C'est vous, les responsables du Vietnam. C'est vous, les responsables de millions de morts dans le monde. Pourquoi j'accepterais un ordinateur qui vient de l'armée? Vous allez vous en servir pour m'espionner. Vous allez me transformer en robot avec ça. Hors de question que j'y touche. Mais quand ça vient de Steve Jobs, c'est différent, pas vrai? Ah, Steve Jobs, c'est un visionnaire. Un messie. Évidemment que je vais lui acheter son ordinateur à Steve Jobs. Deuxième raison. À cette époque, l'Amérique est en pleine guerre froide avec l'Union soviétique. Quel système est le meilleur? Communisme ou capitalisme? Donc, l'idée, c'est que si on reconnaît que le gouvernement dépense des milliards pour développer cette technologie, ça prouverait que le communisme est supérieur.
Mais non, non, non. Ce sont des types qui bossent tout seuls dans un garage en Silicon Valley, qui trouvent toutes ces idées par eux-mêmes, et ça prouve que le capitalisme est supérieur. Ça prouve que l'entrepreneuriat est supérieur. Dernière raison, et la plus importante. Si le gouvernement américain a développé ce savoir, alors il appartient au peuple américain. Alors comment monétiser un savoir qui appartient à tous? On crée des entreprises cotées, contrôlées par des sociétés secrètes. C'est parfaitement logique, non? On comprend alors que Bill Gates, Elon Musk, ce ne sont que des hommes de paille, de simples vitrines. Ce ne sont pas eux qui dirigent. Ce sont les sociétés secrètes qui ont le vrai pouvoir. Autre exemple, Google. L'armée américaine a investi des milliers de milliards de l'argent des contribuables pour bâtir le réseau de fibre optique, le socle même d'Internet. Et deux types d'une vingtaine d'années se sont emparés de ce réseau et ont créé Google. C'est comme si l'État dépensait des milliards pour construire une autoroute. Et un type arrive et dit « Moi, je pose un péage ». C'est exactement pareil. Qui les a autorisés? Et ce n'est pas tout. Ils construisent désormais leur propre réseau de fibres optiques sous-marins. Autrement dit, ils privatisent le réseau créé par l'armée américaine. Certes, ils investissent leur propre argent, mais c'est l'armée qui a dépensé l'argent du contribuable au départ, pour toute la recherche et le développement. C'est là la vraie valeur. Mark Zuckerberg, maintenant. Franchement, il n'est pas si malin que ça. Et en plus, il avait à peine 20 ans quand il a volé cette idée à ses camarades de Harvard. Et des capital-risqueurs lui ont donné des milliards pour lancer Facebook. Pourquoi cet argent? Facebook, ce n'est pas une idée si géniale que ça, non? Les réseaux sociaux, d'accord, mais moi aussi je pourrais en créer un. Vous aussi d'ailleurs. En plus, Yahoo lui a proposé à un moment $1 milliard pour racheter Facebook. $1 milliard. C'est énorme, non? Moi, j'aurais accepté, mais Mark Zuckerberg a dit non. Je ne saurais pas quoi en faire. C'est complètement absurde. Pourquoi avoir créé Facebook, si ce n'est pour l'argent? 3 questions se posent. D'abord, pourquoi lui donner tout cet argent? C'est simplement un gamin de 19 ans. Il a quitté Harvard, c'est tout. Aucune expérience, rien. Deuxième question. Quand on réussit aussi jeune, normalement on souffre d'orgueil démesuré, d'ego. On commet des erreurs, normalement. Or, ce type n'a jamais échoué de sa vie. Troisième point, je comprends parfaitement pourquoi Amazon, Google et Apple ont réussi. Apple a Steve Jobs, Google domine la recherche mondiale, Amazon domine le commerce en ligne. Mais Facebook, il fait quoi? Rien du tout, n'est-ce pas? Alors comment expliquer le succès de Mark Zuckerberg? Il y a une explication, en réalité. Ça, là, vous voyez? C'est possible que tout ça soit lié. Je ne dis pas que c'est vrai, mais tout s'inscrit dans cette grande conspiration visant à créer un état de surveillance par l'IA. C'est ça, la Pax Judaica. Regardez ce type. Ils se ressemblent trait pour trait. Ce sont les mêmes. On dirait des clones. Aucune personnalité, aucune idée à eux. De simples robots. Comment ont-ils réussi à ce point? Et devinez quoi? Tout ça ne rapporte rien. Mais en même temps, ils obtiennent des milliers de milliards d'investisseurs pour construire des data centers. Et ces data centers permettent de créer de belles images et vidéos en ligne qui ne servent strictement à rien. Pourquoi dépenser tout cet argent si ce n'est pour créer un jour un état de surveillance? C'est la seule explication logique. Croire que tout ça existe simplement pour jouer sur un ordinateur, ça n'a aucun sens. Tout ça existe pour qu'un jour, on exerce un contrôle total sur ce que vous faites, ce que vous pensez et comment vous vous comportez. Là, tout devient cohérent. Pax Judaica. Passons à Elon Musk. Je sais que des millions de gens vénèrent ce type. Moi, je ne comprends pas comment il gagne de l'argent. Si quelqu'un venait vous dire, voilà 2 entreprises, Facebook et Tesla, est-ce que vous investiriez dedans? Moi, je dirais non. Facebook, aucun modèle économique. Je ne vois pas pourquoi les gens ont besoin de réseaux sociaux. Je ne comprends pas comment Zuckerberg va gagner de l'argent à l'avenir.
Elon Musk tire tout son argent des subventions publiques. Tesla ne rapporte rien. Et le type est un imbécile. Mais Neuralink, alors, pourquoi lancer Neuralink? Ça s'inscrit dans le transhumanisme. Revenons à Jacob Frank. Tout revient à Jacob Frank. Que croit-il? Au juste. Pour lui, l'essentiel, c'est qu'à la fin des temps, l'esprit devienne chair. Vous saisissez? L'esprit se fait chair. L'important, ce n'est pas l'esprit, c'est la matière. Deuxième point. Vos lois m'imposent le jeûne et la souffrance. Je n'en veux pas. Je veux profiter de la vie. Troisième point. Ce monde n'a pas pu être créé par Dieu. C'est Satan qui l'a créé. Parce que pourquoi Dieu nous laisserait-il mourir? Il faut donc défier Satan en vivant éternellement. Si on comprend Frank, on comprend l'idée du transhumanisme. Là, un homme avec un œil bionique qui enregistre tout. Et là, un homme avec un bras bionique. C'est la tendance de demain. Le transhumanisme, c'est quoi au juste? La capacité de vivre éternellement. Voilà l'avenir qui nous attend. Si vous êtes riche, si vous êtes puissant, voilà ce qui vous attend. La longévité, la santé et la beauté. Des greffes d'organes pour rester jeune. Des thérapies par cellules souches pour guérir tout cancer, toute maladie. La thérapie génique. Des transfusions sanguines. Des corps de remplacement. Vous aurez 20 ans pour toujours. Du sexe incroyable. Et vous vivrez éternellement. Ça, c'est si vous êtes milliardaire. Et tous les autres, oh oh. D'abord, vous devenez un cyborg, spécialisé dans une fonction bien précise. On vous implante des puces pour faire de vous un meilleur comptable. On transforme vos bras en bras bioniques pour faire de vous un meilleur ouvrier. Qui sait? Des puces implantées en vous, la marque de la bête. À quoi servent ces puces? Identité numérique et monnaie numérique. Et devinez quoi? Si vous n'êtes pas heureux, ils le sauront. Et ils vous drogueront pour vous rendre heureux. Vous croyez que ça n'arrivera pas? Tout est déjà en place. Des drogues addictives pour contrôler l'humeur. Et si vous vous sentez seul, pas de souci. L'IA est là pour ça. Vous aurez un copain ou une copine IA, et devinez quoi? La plupart des gens préféreront un partenaire IA. Puis viendra une matrice individuelle, où chacun vivra dans son propre monde. Ce sera un World of Warcraft grandeur nature, où vos amis, votre famille, tout sera généré par l'IA. Vous vivrez dans un monde parfait. Alors, voyons comment la Pax Judaïca en tire profit. Comment elle contrôle le monde? Par la surveillance, par l'IA et les centres de données. Israël sera le leader dans ce domaine, parce que les centres de données IA, pour être efficaces, doivent être sécurisés. Partout ailleurs, ce sera la guerre. Sauf Israël, qui possède l'arme nucléaire. Résultat, toutes les grandes entreprises technologiques s'installeront en Israël. L'armement, la sécurité, des milices privées pour vous protéger en cas de guerre. Les armes biologiques, la guerre psychologique et informationnelle, Israël excelle dans tout ça. Le renseignement, l'espionnage, le sabotage, le Mossad est la meilleure agence de renseignement au monde, et le financement. Si vous voulez faire la guerre, ce sont les Israéliens qui vous financeront l'accès commercial. Le transhumanisme pour les élites mondiales. Voilà comment, à l'avenir, ils contrôleront le monde. Vous suivez? Cela dit. On ignore quelle part du monde survivra, à cause d'un phénomène appelé l'excursion magnétique des pôles, et cela annonce ce qu'on appelle un mini-âge glaciaire. Peut-être que Dieu désapprouve la Pax Judaïca. On sait peut-être que personne ne peut vaincre la Pax Judaïca, sauf Dieu lui-même. Peut-être que Dieu interviendra, mais pas comme la Bible le décrit. On n'en sait rien. Ce ne sont que des spéculations. Croyez ce que vous voulez. Des questions? C'est clair pour tout le monde? Pax Judaïca, bienvenue dans le futur. Très bien.